Cette année, nous avons eu comme inscrits 77 564 candidats. Étaient présents 76 104. Admissibles 48 007. Taux de réussite 63,08%. C'est le résultat, le fruit du travail des chefs d'établissement, des enseignants. Et je voudrais détailler un peu en ce qui concerne les séries. Série A1, 70,58%, le taux de réussite. Série A2, 66,68%. B, 76,26%. C'est un boom en ce qui concerne cette série. Série C, série des mathématiciens. Nous avons aussi un boom. 73,67%. Série D, qui est la plus grosse des séries, plus grande des séries, 53,26%. Série E, la série des techniciens, 59,26%. Série Eau et assainissement, EA, 71,36%. Série F1, 45,09%. Série F2, 75,56%. F3, 65,63%. F4, 64,39%. Série G1, série des secrétaires, nous avons le taux de 56,11%. G2, 65,82%. Et série G3, 71,9%. Vous voyez, avec ce taux, vous devinez déjà que nous avons obtenu une bonne récolte en matière de tête. Donc, dans la Liborie, nous avons le taux de 53,66%. Dans la Takora, 55,10%. Dans l'Atlantique, 69,41%. Borgou, 57,23%. Colline, 52,49%. Koufo, 63,17%. Donga, 53,24%. Littoral, 68,45%. Mono, 63,21%. Ouémé, 63,30%. Plateau, 56,87%. Ezou, 64,72%. Ce qui donne vraiment le taux que nous avons cité. Je crois que nous pouvons encore mieux faire, mais c'est déjà un bon pourcentage. Vous savez que le bac béninois est passé, on passe ce bac-là au niveau des gens de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale. Bon, nous devons encore mieux faire pour encore parfaire effectivement notre examen, notre baccalauréat. Donc c'est pour cela que nous mettons vraiment de l'onction à ces préparatifs pour que nous soyons toujours parmi les meilleurs et non parmi les derniers. Les tests indiquent qu'il faut, pour finir le bac de béninois, 3 délibérations. La première que nous avons eue aujourd'hui donne l'admissibilité. L'admissibilité, c'est pour les candidats qui ont réuni au moins 9 sur 20. Donc ces candidats sont déclarés admissibles, ils ne sont pas encore admis. Et ils vont passer encore des épreuves, comme les épreuves facultatives, l'EPS. Et après cela, nous allons procéder à la deuxième délibération, celle qui donne les mentions.
Ça, c'est la deuxième délibération. Et certains vont finir avec le bac s'ils passent au premier groupe. C'est-à-dire s'ils réunissent déjà les 10 de moyenne. Donc on aura les mentions très bien, bien, assez bien, passable. Mais il y aura encore sans doute des gens qui n'auront pas réuni les 10. Et là, ceux-là passeront les épreuves orales. Et ces épreuves auront lieu les vendredis 21 et samedi 22. Essentiellement le vendredi 21. Mais peut-être si on peut prolonger ça au samedi 22, où nous allons faire la dernière, qui est la troisième délibération. Celle-là est consacrée à ceux qui vont subir les épreuves orales. Voilà. Et après ça, nous allons délivrer les relevés pour tout le monde. Voilà. Les présidents de jury vont signer les relevés qui seront distribués aux candidats. Donc après la première délibération qui a lieu aujourd'hui, à partir de samedi, démarrent les autres activités du baccalauréat, donc à savoir les épreuves facultatives qui démarrent le samedi. Les candidats seront informés en allant dans les centres de correction délibération. Et à partir de lundi, donc lundi et mardi, le sport commence. Et avec également aussi les épreuves facultatives qui continuent. Le mercredi prochain a lieu la deuxième délibération, suivie aussitôt le vendredi des épreuves orales et le samedi 22, le baccalauréat finit avec la troisième et dernière délibération. Mise en œuvre du projet d'alimentation en eau potable des infrastructures touristiques de Ouida et Avlekete, puis réalisation des prestations de contrôle et de supervision. Dans le cadre du raccordement au réseau d'eau potable de ces infrastructures, le seul système devant assurer convenablement l'alimentation en cette ressource des sites visés est celui de la ville de Ouida. Or, sa capacité actuelle de production est de 235 m3/h, alors que les besoins à couvrir pour la desserte convenable de ces équipements et ceux des populations sont de l'ordre de 673 m3/h à l'horizon 2035. Il y a donc lieu de renforcer le système d'adduction d'eau potable existant par des équipements permettant l'augmentation du niveau de production, de traitement, de stockage et l'extension du réseau actuel de distribution d'eau. Les principaux ouvrages à réaliser portent sur l'équipement et la connexion de 8 nouveaux forages d'exploitation pour un débit global de 1170 m3/h et la réhabilitation des forages existants. La construction d'un nouveau château d'eau en béton armé de capacité 1750 m3 sur 20 mètres de hauteur. La construction d'une nouvelle station de traitement en béton armé de capacité 1200 m3/h et la réhabilitation de la station de traitement existante de capacité 235 m3/h. Contractualisation pour une assistance technique à l'ouverture et à la gestion du centre hospitalier international de Calavi. La construction et l'équipement du centre hospitalier international de Calavi-Chic participe de la mise en œuvre d'un projet majeur de modernisation des structures sanitaires dans notre pays. Cet hôpital de 436 lits sera livré et mis en service en 2024. Dans cette perspective, il est impérieux de prendre des dispositions pour sa bonne gestion qui garantit son exploitation durable. C'est dans ce cadre que le Conseil a marqué son accord au fin de conclure un contrat avec un partenaire de référence, en l'occurrence Assistance publique Hôpitaux de Paris APHP International. Ce partenariat vise un accompagnement à la préparation de l'ouverture à travers le recrutement du personnel administratif, soignant, technique, la mise en place de l'équipe de gestion et la définition de la stratégie d'ouverture de l'hôpital et de sa montée en charge. Un appui technique à la gestion à travers l'élaboration des documents de gestion et de parcours de soins dans les unités. L'appui à l'équipe de direction
en procédant à son jumelage avec le groupe hospitalier Paris-Sorbonne pour les fonctions clés comme la direction générale, la direction des ressources humaines, la direction médicale, la direction des soins et la direction technique pour garantir le bon fonctionnement de l'hôpital ainsi que la qualité des soins. L'évaluation à 6 mois, 12 mois et 2 ans de la mise en service de cet établissement dans le cadre d'une surveillance du fonctionnement des activités et des services au fur et à mesure de leur ouverture, d'un reporting permanent des difficultés et problèmes rencontrés afin de documenter les bonnes pratiques. L'opposant sénégalais Birame Souleye Diop a été inculpé mardi pour offense au président Macky Sall. Président du groupe parlementaire de la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi et cadre du PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko, Birame Souleye Diop a été placé sous mandat de dépôt. Il est inculpé pour acte de nature à compromettre la paix publique et offense au chef de l'État. Au lendemain de l'annonce du président Macky Sall de ne pas briguer un 3e mandat, M. Diop a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a mis en garde contre un possible revirement du chef de l'État. Il s'était notamment adressé aux proches du chef de l'État dans le parti présidentiel, les avertissant contre un empoisonnement face auquel le président Macky Sall n'aurait pas d'autre choix que de se présenter pour pallier l'absence de candidat. Au moins 30 personnes sont mortes, dont 22 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à la suite des pluies diluviennes qui s'abattent depuis le mois d'avril. Ce bilan a été communiqué mercredi par le porte-parole du gouvernement ivoirien. Outre le lourd bilan humain, le pays déplore aussi des dégâts matériels importants, alors que les constructions précaires dans des zones inondables sont légion dans la capitale économique ivoirienne, métropole de 6 millions d'habitants en croissance continue. Les autorités ivoiriennes promettent de renforcer le prépositionnement des secours dans les zones à risque et poursuivre la construction de logements informels dans ces zones. Les mois de juin et juillet sont au cœur de la saison des pluies dans ce pays. 300 mm de précipitations sont enregistrées en moyenne sur le seul mois de juin. L'an dernier déjà, 19 personnes sont mortes lors de plusieurs épisodes de fortes précipitations en Côte d'Ivoire. L'Angola et la République démocratique du Congo ont décidé de rénover une ligne de chemin de fer reliant les régions minières congolaises à l'océan Atlantique. En début de semaine, Luanda et Kinshasa ont accordé à un groupe d'investisseurs une concession de 30 ans pour exploiter la ligne reliant le port angolais de Lobito à Kolwezi, au cœur de la région productrice de minerais et notamment de cuivre en RDC. Ce projet d'un coût de 555 millions de dollars, en partie financé par les États-Unis, devrait permettre de développer l'exportation de minerais, le commerce régional ainsi que de relancer les économies des deux pays. S'étendant sur environ 1700 km, cette ligne de chemin de fer a été construite il y a 100 ans par des investisseurs britanniques. La partie angolaise de la ligne a été fermée au plus fort de la guerre civile qui a ravagé le pays entre 1975 et 2002, puis laissée à l'abandon, tandis que la partie congolaise, plus vétuste, a été peu entretenue. Le consortium, qui comprend le trader de matières premières Trafigura et l'entreprise de construction portugaise Mota Engil, compte investir quelques 455 millions de dollars en Angola. Une autre enveloppe de quelques 100 millions de dollars ira en RDC et le consortium n'exclut pas de prolonger la voie jusqu'en Zambie. Depuis le début des affrontements entre l'armée et les paramilitaires le 15 avril, le Soudan enregistre déjà plus de 2,4 millions de déplacés internes, alors qu'environ 7000 personnes ont trouvé refuge vers les pays voisins selon l'OIM, des réfugiés qui décrivent les atrocités vécues sur les routes. Le matin, les combattants du Darfour nous ont attaqués et pendant l'attaque sur les routes, ils nous ont tout pris. L'argent, la nourriture, les vêtements. Ils ont même tué des parents et des amis. C'était une période difficile parce qu'ils ont fait des choses horribles. Des rapports font aussi état d'occupation des maisons civiles et des pillages à Khartoum, Omdurman et d'autres localités.
Des faits observés depuis que la hache de guerre a été déterrée. Sur le chemin d'Adré, nous avons également trouvé des cadavres de personnes qui avaient été tuées. Les combattants sont venus pour tuer des gens, alors ils étaient sur la route avec des motos, des fusils et des voitures. Ils sont entrés dans les maisons et ont tout pris. Plus de 72% des personnes déplacées étaient originaires de Khartoum et environ 9% de la province du Darfour occidental, deux endroits où les affrontements se sont concentrés, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Plus de 3 semaines après l'assassinat du gouverneur d'El Geneina, nous avons un flux massif qui ne s'arrête pas dans la ville d'Adré. C'était une très petite ville et maintenant, vous savez, chaque jour le nombre change bien sûr. Mais maintenant, vous avez un flux massif. L'Organisation internationale pour les migrations a indiqué que 65% des personnes ayant fui vers les pays voisins étaient des ressortissants soudanais et que le reste était constitué d'étrangers et de réfugiés contraints de retourner dans leur pays d'origine. Six personnes ont été tuées mercredi au Kenya dans des affrontements entre la police et des manifestants. Ces derniers avaient bravé l'interdiction et répondu à l'appel à manifester de l'opposition pour protester contre des hausses de prix et de nouvelles taxes imposées par le gouvernement. Les autorités ont menacé de mettre fin à la culture de l'impunité en pointant du doigt les dizaines d'agents de la force publique blessés et les pertes pour l'économie du pays, notamment liées au pillage. Le gouvernement a fait beaucoup de promesses en l'air. Par exemple, les tarifs du Matatu ont augmenté, le prix du carburant a augmenté et le prix de la nourriture est très élevé. Nous ne pouvons même pas nous permettre de prendre un seul repas. Nous nous contentons d'eau chaque jour. Nous prions pour que Raila Odinga exerce une forte pression jusqu'à ce que quelque chose se produise. Il arrivera un moment où même l'éducation de nos enfants sera un problème. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes du pays. 5 des 6 morts ont été signalés dans les villes de Mlolongo et Kitengela, à la périphérie de la capitale. Des gaz lacrymogènes ont également été utilisés pour disperser des foules qui attaquaient une autoroute reliant Nairobi à la ville portuaire de Mombasa, faisant un mort à Emali, une ville située le long de cette route. La police fait un usage excessif de la force contre les citoyens et beaucoup ont été blessés. Même mon frère est soigné pour des blessures par balle. Il en a reçu une dans la jambe et cela nous a fait du mal. Vous avez bloqué les élections, nous ne sommes pas heureux et nous souffrons. Nous ne nous battons pas pour l'ODM, mais nous souffrons dans nos maisons. Nous n'avons pas de farine, nous n'avons pas d'argent. Vous avez mangé tout l'argent et nous souffrons. Il n'y a pas d'emploi pour les jeunes. Dans le bidonville de Kangemi, à Nairobi, des dizaines d'enfants ont été hospitalisés, certains inconscients après que des gaz lacrymogènes ont été tirés près de leur classe. Le chef de l'opposition Raila Odinga, qui mène une campagne de protestation contre le gouvernement, avait appelé à des manifestations contre une loi fiscale qui a fait grimper les prix du carburant, aggravant ainsi les difficultés rencontrées par les Kenyans. Saviur Kasukuwere, non partant, l'ancien ministre zimbabwéen en exil, ne sera pas en lice pour la présidentielle dans son pays le 23 août. Sa candidature validée au départ a été rétoquée par la haute cour du Zimbabwe, saisie par Lofdal Nongwana, militant du parti au pouvoir, la ZANU-PF. Et pour cause, Saviur Kasukuwere n'a pas résidé au pays de manière consécutive au cours des 18 derniers mois. La validation de sa candidature n'était donc ni plus ni moins qu'une violation de la Constitution et des dispositions électorales, selon ses adversaires, argument suivi par la haute cour qui a finalement disqualifié le prétendant. Verdict contesté par l'intéressé pour qui il n'y a pas suffisamment d'éléments
à même de prouver qu'il était hors du pays. Saviur Kasukouere affirme par ailleurs que son séjour à l'étranger était dû à des raisons médicales. Alors qu'il poursuit sa tournée africaine par une visite en Ouganda, le président iranien Ebrahim Raïssi a vivement critiqué le soutien des nations occidentales à l'homosexualité, des propos tenus en réaction à la large condamnation internationale suscitée par l'adoption par le gouvernement ougandais d'une loi anti-gay prévoyant la peine de mort pour l'homosexualité aggravée. La culture de l'établissement et de la formation d'une famille, et en même temps la culture de l'authenticité, sont un autre point commun entre l'Iran et l'Ouganda. Nous accordons une grande attention à la question de l'établissement des familles et nous pensons qu'il s'agit d'un principe fondamental. L'Occident essaie aujourd'hui de promouvoir l'idée de l'homosexualité et bien sûr, par l'homosexualité, il essaie de mettre fin à la génération d'êtres humains et en même temps, il agit contre l'inhérence et la nature des êtres humains. Je crois que cette question et ces fortes attaques de l'Occident contre l'établissement des familles et contre la culture des nations sont un autre domaine de coopération pour l'Iran et l'Ouganda. Cette visite en Afrique est la première d'un dirigeant iranien depuis plus de 10 ans. Le pays, qui est soumis à de lourdes sanctions économiques de la part des États-Unis, cherche à établir davantage de partenariats dans le monde entier. M. Raïssi se rendra également au Zimbabwe. Alors que l'initiative de la mer Noire expire le 17 juillet, il est de plus en plus à craindre que la Russie ne prolonge pas cet accord conclu sous l'égide de l'ONU qui permet l'acheminement de céréales de l'Ukraine vers des régions du monde en proie à la famine. Si l'accord n'est pas renouvelé, il y aura un impact significatif sur les prix mondiaux des denrées alimentaires et sur la sécurité alimentaire de millions de personnes dans le monde. Signé en juillet 2022 à Istanbul par l'Ukraine et la Russie sous l'égide de la Turquie et des Nations Unies, l'initiative de la mer Noire a déjà été prolongée à plusieurs reprises. Les pays les plus menacés seraient ceux qui dépendent le plus des importations pour couvrir leurs besoins en matière de sécurité alimentaire et qui n'ont pas les moyens financiers de s'approvisionner en importation auprès d'autres pays. Si ces pays importateurs ne peuvent s'approvisionner en Ukraine, ils seraient alors contraints de se tourner vers des exportateurs basés dans d'autres régions du monde où les coûts d'importation sont plus élevés en raison des délais et des frais d'expédition plus importants. L'ONU s'efforce de préserver ce fragile accord, l'Ukraine et la Russie étant toutes deux d'importants fournisseurs de blé, d'orge, d'huile végétale et d'autres produits alimentaires dont dépendent les pays d'Afrique, du Moyen-Orient et de certaines régions d'Asie. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté mercredi une résolution non contraignante contre les autodafés de Coran et la haine religieuse. C'était à l'issue d'un débat organisé à Genève à la demande du Pakistan, après que 2 pages d'un exemplaire du Coran ont été brûlées devant une mosquée en Suède le 28 juin. Ce débat urgent est motivé par les précédents incidents au cours desquels le Coran a été brûlé alors qu'il est au cœur de la loi de plus d'1 milliard de personnes. Ces incidents et d'autres semblent avoir été fabriqués pour exprimer le mépris et attiser la colère pour creuser des fossés entre les gens et pour provoquer. Mais le vote de cette résolution n'est pas passé comme lettre à la poste. Plusieurs pays, dont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis ont voté contre. J'avais tant espéré que nous parlerions aujourd'hui d'une seule voix consensuelle sur notre engagement à mettre un terme à la promulgation de la haine religieuse. Nous pensons que nous en étions très proches, bien que nous abhorrions les expressions des haines religieuses. Nous ne pensons pas que la liberté d'expression puisse ou doive servir de passerelle pour les interdire. En conséquence, nous regrettons de devoir voter contre ce texte déséquilibré, car il est en contradiction avec des positions profondes et de longue date sur la liberté d'expression. Le texte comporte une condamnation de tout plaidoyer et manifestation de haine religieuse et un appel au pays à adopter des lois leur permettant de traduire en justice les responsables de ces actes.